Regardons une vidéo sur l'inflation. L'inflation, ce grand fléau. Nous allons essayer de voir si nous pouvons apprendre de nouvelles choses sur l'inflation. Mais s'il y a bien une chose à retenir de l'inflation, juste une seule chose, c'est que jamais ils corrigeront le problème de l'inflation. La France, que les gens le veuillent ou non, est profondément libérale. C'est un pays libéral. Et quand on dit libéral, c'est libéral dans le sens où ils ont dérégulé plusieurs marchés importants en France sur les 300 dernières années pour installer le paradigme de l'offre et la demande, dire à des gens que vous êtes tous égaux devant la loi et que les contrats que nous vous proposons en tant que travailleurs sont des contrats légitimes. On a tout centralisé, ce qui rend la France plus fragile, ce qui permet au monopole d'exister. Et en installant ce concept de l'offre et de la demande, sachant que certains avaient bien plus de moyens que d'autres, et quand on dit certains, on parle d'un pourcentage minime de la population, eh bien ces certains-là, cette certaine classe a créé des monopoles pour bloquer les prix, pour bloquer une forme de ruissellement social et économique sur tous les marchés du pays, eux ne faisant que s'enrichir tous les jours, pendant que le reste de la population, elle est restée bloquée. Et en plus de cela, vous avez un État, un gouvernement qui n'est qu'un gouffre financier. Dans ce sens, la France est profondément libérale. Et pourquoi est-ce qu'ils n'arrangeront jamais le problème de l'inflation ? Bien, tout simplement parce qu'ils ont déjà vécu le truc en 68. Ils se sont très vite rendus compte que lorsqu'il y a du travail pour tout le monde, eh bien les personnes ont moyen de faire pression sur ces patrons industriels, bourgeois, qui détiennent absolument toutes les classes d'actifs de la France. Ils l'ont parfaitement compris. Donc ils ont parfaitement compris qu'il était important de ne jamais régler le problème de l'inflation et de ne jamais régler le problème de chômage. C'est une forme d'infantilisation. Il y a du chômage, il y a de l'inflation, on vous pointe du doigt. Ah, tu veux pas travailler ? Ok, j'irai chercher quelqu'un d'autre. Et toi, pendant ce temps-là, tu seras dans la merde. Et aussi, en même temps, on paye des gens à rien foutre avec la CAF. Regardons cette vidéo et j'espère qu'on apprendra de nouvelles choses. Bonjour, bienvenue dans cette chronique économique mensuelle que je vais animer toute cette année sur Blast. Mon but sera simplement de vous expliquer comment fonctionne l'économie afin que vous compreniez un peu mieux le monde de dingo dans lequel nous vivons. Pour cette première émission de Comprendre l'économie, j'ai choisi de vous parler de l'inflation. Nous sommes dans un pic d'inflation. Le plus dur, nous y sommes. Nous sommes désormais au cœur du pic inflationniste. Nous sommes maintenant au cœur du pic inflationniste. Et nous sommes au pic de l'inflation. On serait plutôt sur une forme de plateau haut qu'un pic si vous préférez. Et ce pic inflationniste, qui dure déjà depuis plusieurs semaines, durera encore quelques mois. On va avoir un pic au début de l'année. On n'est sans doute pas encore au pic de cette inflation et le premier semestre va encore nous mettre sous pression. L'inflation, c'est bien sûr la hausse des prix. Alors l'inflation, bon, c'est dommage, c'est pas du tout la hausse des prix. L'inflation, c'est la baisse de la valeur de la monnaie. Et ils font tout pour que cette monnaie continue de baisser. Ça va peut-être vous étonner, mais en économie, il n'y a pas de seuil à partir duquel la hausse des prix est considérée comme un problème. Si votre baguette de pain coûte aujourd'hui 1 €, mais que son prix passe à 1 € et 1 centime dans un an, vous n'allez pas hurler à l'inflation. Mais lorsque les prix de l'alimentation augmentent de 20%, voire plus, comme ces 2 dernières années, tout le monde parle d'inflation, évidemment. Derrière l'inflation, comme dans tous les mécanismes économiques, il y a des êtres humains. Les prix ne montent pas tout seuls. Et ça, c'est vraiment important. Des expressions comme « le prix de la viande a très fortement augmenté » ou « nous assistons à une explosion du prix de l'énergie » ne sont pas fausses, mais elles sont trompeuses. Ce qu'il faudrait dire, c'est « les éleveurs ont fortement augmenté le prix de leur viande » ou « EDF et Total Energy ont accru de 30% le prix de leur électricité ». On peut aussi dire par exemple qu'il y a des monopoles qui se sont créés et qui imposent des prix sur pas mal de secteurs de l'économie comme l'électricité, comme du coup des monopoles peut-être sur la viande, ou bien des monopoles sur des appareils qui sont dans la chaîne de production de la viande. Ces monopoles font que tout le monde est obligé d'augmenter les prix pour essayer de faire de la marge.
Dire ça, ça change tout. Alors, qui peut augmenter son prix? Pour un producteur, la question n'est pas seulement d'accroître son prix de vente, c'est de pouvoir continuer à vendre autant qu'avant, à ce nouveau prix plus élevé, et donc d'avoir des recettes totales plus élevées. Or, de ce point de vue-là, dans notre économie, dans notre société, nous ne sommes pas égaux. Certaines personnes peuvent augmenter leur prix de vente et continuer à vendre autant. Mais d'autres ne le peuvent pas. Il y a dans l'économie deux grandes catégories d'acteurs. D'un côté, ceux que les économistes appellent les faiseurs de prix, une mauvaise traduction de l'anglais, langue de la science économique, où on parle de price makers. Les faiseurs de prix, c'est avant tout les entreprises. Et de l'autre côté, il y a les losers, les preneurs de prix, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas en mesure d'accroître le prix de ce qu'elles vendent ou de baisser le prix de ce qu'ils achètent. Un peu bizarre son explication, elle est un peu bizarre, parce que si tu fais du business, tu te rends compte très vite que faiseur de prix ou bien preneur de prix, c'est un peu du folklore dans le sens où le marché a toujours raison. Hein. Si le marché a estimé que ta paire de lunettes coûtait 200 €, t'auras beau augmenter les prix, pour le marché, il coûtera 200 €. Si tu veux que la personne achète tes lunettes à plus de 200 €, il va falloir que tu joues sur la valeur perçue de ton produit pour qu'une personne derrière se mette à dépenser plus de 200 €, comme le fait si bien le marché du luxe. Donc bon, faiseur de prix, preneur de prix, c'est un peu bizarre. Après, je pense que là, on est dans le paradigme de l'industrie. Le paradigme de l'industrie, c'est plus des moyens de subsistance, c'est plus des trucs incontournables dont on est obligé d'utiliser ou pas. Donc, peut-être qu'il était en train de parler de ce paradigme-là. Peut-être comme l'immobilier ou bien l'industrie, les machines. Mais faiseur de prix, preneur de prix, bon, c'est un concept assez délicat, honnêtement. C'est très délicat. Hein. Nous, les consommateurs, nous sommes la plupart du temps des preneurs de prix. Quand je vais au supermarché, je ne peux pas marchander pour payer mes tomates moins chères. Il y a bien sûr des exceptions. Par exemple, si je vais le samedi matin sur le marché, on peut discuter un peu, marchander, etc. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que la plupart des salariés sont aussi des preneurs de prix. Car le salaire, oui, est un prix. C'est le prix du travail. Pour un économiste, ne pas pouvoir obtenir un salaire plus élevé, c'est ne pas pouvoir accroître le prix de vente de son travail et continuer à vendre son travail, c'est-à-dire être embauché par une entreprise. Mais qui alors, dans l'économie, fixe les prix? Eh bien, ce sont tout simplement les entreprises. Ce sont les entreprises qui décident du prix de vente de leurs produits. Je suis pas du tout d'accord. C'est pas du tout les entreprises, c'est le marché. Je suis pas d'accord. En tout cas. Du prix auquel elles achètent les choses et donc, on l'a dit, du salaire qu'elles versent à leurs employés. Et qui, plus précisément encore, peut vendre plus cher sans perdre de clients. C'est pas du tout le cas de toutes les entreprises, très loin de là. Ce n'est en fait le cas que d'un petit nombre d'entreprises, mais qui sont les plus grandes, les plus importantes dans l'économie. On peut citer par exemple les entreprises en situation de monopole, qui vendent un produit considéré comme unique par leurs clients. Ça a longtemps été le cas d'Apple. Voilà, donc là, il parle de monopole. Peut-être qu'il y a des faiseurs de prix pour ce qui est des monopoles. Là, je suis peut-être d'accord. Mais son explication, elle est un peu bancale, parce que les monopoles, pardon, mais il n'y en a pas partout, quoi. Apple n'a pas de monopole, hein, désolé. Apple n'a aucun monopole. Apple a des concurrents. Apple n'est même pas le premier vendeur de téléphone au monde. Et si Apple vend des prix aussi chers, c'est parce que Apple augmente la valeur perçue de ses produits. Donc, me dire que Apple fait les prix... Par contre, si tu me parles de monopole pour des secteurs stratégiques comme les subsidences, comme le pétrole, comme je sais pas moi, des machines industrielles qui peuvent servir pour l'automobile ou bien pour l'agriculture, ça, je veux bien l'entendre. Mais Apple qui fait des monopoles, mais Apple, dans quel secteur est-ce qu'on pourrait classer Apple? Pour moi, Apple, c'est du tertiaire. C'est peut-être choquant ce que je veux dire, mais bon, des ventes de téléphones. Tu ne crées pas de monopole en vendant des téléphones. Pardon, quoi. Non, mais... pas d'accord avec son explication. Et la définition qu'il a donnée sur les faiseurs de prix et les preneurs de prix, les faiseurs de prix et les preneurs de prix, il parle de monopole. Encore une fois, des monopoles, il n'y en a pas partout. Donc bon, va dire ça à l'entrepreneur, il va bien rigoler, quoi. Quand tu sais pertinemment que l'entrepreneur, à longueur de journée, son casse-tête, c'est de savoir comment est-ce qu'il peut convaincre les gens d'acheter ses prix, tout en essayant de marger le plus possible.
Un entrepreneur, lui, toute la journée, il essaie tout le temps de tester les prix jusqu'à se rendre compte quel est le prix adéquat, le prix à l'équilibre parfait, où il peut faire sa marge et derrière, où le marché accepte ce prix. Que bon, faiseur de prix, preneur de prix, doucement. Hein. Mais de toute façon, c'est pour les économistes, ils n'ont jamais fait une thune et ils vous parlent de comment pensent les gens. même à ces prix exorbitants, il y avait des files d'attente de dingue lors de la sortie de chaque nouveau smartphone devant les Apple Store. T'appelles ça un monopole? Ok. Super. Apple, sur toute sa chaîne de production, n'a aucun monopole. Hein. Toute sa chaîne de production. Elle dépend de la Chine. En plus, Apple est d'une anti-fragilité, mais indécente. Ils conceptionnent leur téléphone dans le meilleur endroit du monde, les États-Unis d'Amérique. Ils fabriquent leur téléphone dans le meilleur endroit du monde, la Chine ou bien l'Asie. Ils sont en train de transiter vers l'Inde et le Vietnam, voilà, ok. Et ils vendent leur téléphone dans le meilleur endroit du monde, l'Europe, qui ne sait faire que consommer parce que on a donné une monnaie à des habitants qui clairement truquent leur pouvoir d'achat. Quand je dis trucs, c'est-à-dire leur donne plus de pouvoir d'achat qu'en réalité ils ne devraient en avoir. Donc Apple est d'une antifragilité, mais indécente. Et en plus de cela, dans la conception de ses prix, elle dépend d'autres acteurs. Elle dépend d'autres entreprises. Apple n'a aucun monopole. Je suis choqué. Par contre, s'il m'aurait dit qu'il m'aurait parlé d'un monopole sur le pétrole, là, j'aurais bien voulu écouter. Tu me parles d'un monopole sur... Je suis désolé, mais les monopoles n'existent que sur les subsidences et le pétrole et peut-être sur vraiment des trucs mais purement industriels, quoi. Et même peut-être primaires. Mais pour le reste, il n'y a pas de monopole, quoi. Désolé, moi, je suis choqué déjà de sa définition, quoi. Un autre exemple, ce sont les entreprises qui vendent quelque chose dont il est très difficile de se passer, comme on le voit en ce moment l'essence. Pour les automobilistes, même lorsque le prix de l'essence augmente beaucoup, la consommation d'essence diminue, certes, mais en fait très peu. Voilà, donc là tu me parles de monopole par exemple pour l'essence, je suis d'accord, la France n'est pas productrice ou producteur, je pense que c'est mieux de dire producteur de pétrole, là je peux être d'accord, tu vois, mais Apple, me dire qu'Apple est un monopole, alors que d'ailleurs Apple aussi a besoin de se corréler à l'énergie pour savoir quelle est sa marge pour vendre ses iPhones, parce que tout tourne autour de l'industrie. Moi, je l'ai dit, il y a 3 secteurs. Tu as le primaire, le secondaire et le tertiaire. Le tertiaire n'existe qu'au travers du secondaire. Sans le secondaire, il n'y a pas de tertiaire, parce qu'au final, les gens font du tertiaire, ils font du service. Et voilà, s'il n'y a pas l'industrie pour carburer le tertiaire, il n'y a pas de tertiaire. Et le primaire est absorbé par le secondaire. C'est-à-dire que pour qu'un primaire soit de plus en plus effectif, pour qu'il automatise mieux, standardise plus, soit plus dans la scalabilité et dans le développement plus rapide, il faudrait qu'il transite vers le secondaire. Comme par exemple un agriculteur qui devrait utiliser de plus en plus de machines pour faire plus d'agriculture. À cause de ça, tu peux pas me dire que Apple est une entreprise qui a un monopole, alors que Apple doit se corréler sur les prix de l'énergie. Maintenant, savoir qui fait le monopole. Là, maintenant, il y a des monopoles sur l'énergie. Donc, bon, la définition de Apple qui est un monopole, doucement, quoi. Doucement. Parce que les personnes ont besoin de leur véhicule pour aller travailler, pour aller voir leurs amis, pour vivre, tout simplement. Quand on passe en peu de temps de 1,30 € le litre à 2,20 €, puis ça redescend à 1,80 €, vous imaginez bien que justement cette différence, il faut la remplacer par quelque chose, donc le travail, donc on sort plus tôt le matin et on rentre plus tard le soir. Il y a donc, dans notre économie, dans notre pays... Et excusez-moi si je coupe, excusez-moi. Pour savoir quels sont les monopoles, il faut remonter sur une chaîne alimentaire, une échelle économique, une chaîne de valeur de production. Pour savoir qui a le monopole, vous regardez une chaîne de valeur de production. Moi, je parle je parle avec mon expérience que j'ai dans le business. Pour savoir qui fait le plus d'argent, tu regardes le client final et tu regardes le provider de départ. Un exemple. Tu as une femme qui va acheter un sac sur un site internet initial. Pour qu'elle achète ce sac, il faut qu'elle aille sur un site internet e-commerce. Pour que ce site internet e-commerce puisse vendre ce sac, il faut qu'il ait un hébergeur comme Shopify. Pour que Shopify puisse
se présenter face à cet entrepreneur qui veut créer son e-commerce et pour qu'aussi cet e-commerçant puisse faire la promotion de son site auprès du client, il faut qu'il y ait un annonceur ou bien une plateforme où tu peux faire de la publicité. Tu as Facebook Ads. Pour que Facebook Ads puisse exister, il faut qu'il y ait un support physique, un téléphone, Apple. Pour que, en plus de cela, il faut un téléphone et puis aussi, il faut un système d'exploitation, Google, Android, le iOS, et il te faut le App Store. Voilà. Ensuite, pour que Apple puisse exister, il faut que tu aies les composants. Là, tu prends les microprocesseurs, comme les Taïwanais. Et pour que les microprocesseurs puissent être construits de manière profitable, pour qu'ils puissent être construits de manière profitable, il te faut une énergie compétitive. Quand tu montes comme ça sur la chaîne, tu vas très vite te rendre compte que celui qui fait plus d'argent, c'est celui qui est le provider initial, parce que lui, il peut scaler. C'est-à-dire que l'e-commerçant a une possibilité moindre de scaler comparé à Shopify et Facebook Ads, qui eux ont une capacité moindre de scaler comparé à Apple, qui lui a le support physique et le support iOS et le support App Store. Apple a une capacité moindre à scaler comparé à les microprocesseurs. Les microprocesseurs, eux, ont une capacité moindre à scaler par rapport à celui qui fait le prix de l'énergie, le dollar. Et aussi, la monnaie, celui qui contrôle la monnaie. C'est comme ça. Et du coup, tu te rends compte que le monopole, il n'est pas chez Apple. Il est de l'autre côté. Donc le monopole, c'est toujours une question d'énergie. C'est celui qui joue sur le pétrole. C'est celui qui joue sur les principes fondamentaux d'une industrie. Donc, Apple ne fait aucun monopole. Si Apple vend cher, c'est parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle du marketing. Ils ont créé un narratif puissant. Ils ont créé tout ce qui s'appelle valeur ajoutée. Et grâce à cette valeur ajoutée, tu crées ce qu'on appelle une communauté puissante. Et derrière, tu vends tes produits. Ça s'appelle le marketing de valeur. Le but pour une marque, lorsqu'elle souhaite te vendre, c'est ne pas d'essayer de chercher d'avoir le meilleur produit de tous les temps. Ce n'est pas essayer d'avoir le produit qui va faire les trucs les plus incroyables, c'est de savoir comment les gens s'identifient à nos valeurs. Lorsque Nike fait une publicité, il ne fait pas une publicité pour te dire qu'il a la meilleure paire de chaussures, il te fait une publicité pour te dire que leurs valeurs à cette marque Nike sont la discipline, sont l'espoir, sont le courage, sont la méritocratie, sont le rêve américain, et j'en passe. Apple, c'est pareil. Le marketing de valeur de Apple, c'est donner les moyens à des gens normaux d'accomplir de grandes choses dans le monde. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Les marques de luxe, c'est pareil. Elles jouent sur le marketing de valeur pour ce qui est du statut social. Rolex, pareil. Ils font de l'argent en jouant sur un marketing de valeur basé sur le statut social. Ils ne créent aucun monopole. Désolé. Des entreprises qui vont bien, pour plein de raisons différentes. Parce qu'elles ont une excellente image de marque, comme par exemple Decathlon. Ou parce que nous avons pris l'habitude d'acheter leurs produits sans même regarder la concurrence, comme le Coca-Cola ou le Nutella. Ou encore parce qu'elles vendent... Tu vois, qu'est-ce qu'il vient de dire là? C'est vraiment scandaleux, quoi. Les gens achètent. Posez-vous la question lorsque vous souhaitez, lorsque vous n'avez pas envie d'acheter quelque chose, dans votre tête, vous allez avoir en tête plein de marques. Mais dès le moment où vous allez souhaiter, dès le moment où vous aurez cette envie d'acheter quelque chose, bizarrement, vous aurez en tête que 2 ou 3 marques. Ces 2 ou 3 marques, elles sont en tête, elles sont dans votre tête, parce que ces 2 ou 3 marques, eh bien, sont les meilleures pour ce qui est faire de la publicité, du marketing et faire une communication sur ce que je viens d'expliquer, le marketing de valeur. Rien d'autre. Rien d'autre. Coca-Cola et Nutella. Et Coca-Cola et Nutella sont les meilleurs pour ce qui est du marketing. Decathlon, ils ont un bon marketing et ils ont aussi des prix compétitifs. Mais pour faire de l'argent, il faut avoir un bon pricing et faire du marketing. Il suffit pas juste d'avoir des prix compétitifs. D'ailleurs, ça, c'est un mythe. Croire qu'en baissant les prix, tu vas faire plus d'argent, c'est un très gros mythe. Pour faire le plus d'argent possible, il faut augmenter ses prix. Voilà pourquoi Apple fait le plus d'argent. Voilà pourquoi Louis Vuitton fait le plus d'argent.
Parce qu'ils augmentent les prix et ils bombardent sur le marketing de valeur. Bon, ne sortons pas de la vidéo parce qu'on apporte une vidéo de marketing alors qu'on est de base, on était sur l'économie. Un truc nécessaire, comme l'électricité, pour EDF. Dans tous ces cas, on dit que ces entreprises ont un pouvoir de marché. La définition exacte du pouvoir de marché, c'est la possibilité d'accroître le prix de ce que vous vendez sans perdre de clients. Voilà. Pouvoir de marché, possibilité d'accroître le prix de ce que vous vendez sans perdre des clients. Et là, moi, ce qui me scandalise, c'est qu'il va nous dire que le pouvoir de marché se passe sur un monopole énergétique. Alors que moi, je suis en train de dire que le pouvoir de marché, pour la plupart des entreprises et des marques, se base sur leur capacité à faire rêver les gens, à faire en sorte que les gens adhèrent aux valeurs d'une marque. Rien d'autre. Et ensuite, derrière, avec tout le cash qu'ils tout le cash qui... En tout cas, avec tout le cash qu'ils font, eh bien, ils ont ce qu'on appelle, du coup, des actions qu'ils peuvent proposer dans des marchés financiers dits publics, la bourse. Et donc, du coup, avoir plus de capitaux pour accroître les bénéfices de l'entreprise. Mais le pouvoir de marché, moi je pense que là, dans ce qu'il explique, il y a un gros amalgame entre la capacité pour l'entreprise à faire plus d'argent en augmentant ses prix et derrière cette capacité et derrière ce paradigme économique dont il essaie d'expliquer par rapport au monopole. Apple, si demain Apple a la chance, a le pouvoir d'augmenter ses prix, ça n'a rien à voir avec le prix de l'énergie. Ça n'a rien à voir avec le prix de l'énergie, ça n'a rien à voir avec le prix du pétrole aux États-Unis ou en Chine, ça a juste à voir avec la valeur perçue des produits Apple par rapport au marché. Si Apple aujourd'hui, si vous remarquez depuis 4-5 ans, Apple n'augmente pas ses prix, c'est parce qu'ils ont peut-être fait des études, ils ont peut-être fait des tests pour se rendre compte qu'ils ne peuvent plus augmenter les prix de leurs produits pour la simple et unique raison que le marché, qu'ils ont atteint en fait ce qu'on appelle le seuil critique du marché, pour ce qui est de la valeur perçue de Apple aux yeux du marché. Rien d'autre. Rien d'autre. Si demain j'augmente mes prix de 100 € à 200 € et que ça marche, cela veut dire que le marché estime que mon produit, que la valeur perçue de mon produit est acceptable à 200 €. C'est pas une question d'économie ou de pétrole. Moi, ça me choque ce qu'on est en train d'entendre là. Ça, c'est les économies, ça. Ou le moins possible. Une dernière définition, la marge. Si un boulanger vend sa baguette 1 € et qu'une fois qu'il a tout payé, son énergie, sa farine, ses salariés, son loyer, il lui reste 10 centimes, alors on dit que sa marge est de 10%. Les marges varient énormément d'une entreprise à l'autre et surtout d'un secteur d'activité à un autre. Les cas où les marges sont les plus élevées, c'est les sacs Vuitton, les séries limitées Nike, etc. Mais tu vois, là, très intéressant ce qu'il est en train de dire. Il vient de dire que là, Louis Vuitton, Nike font d'énormes marges. Et là, il s'apprête à comparer la marge d'une boulangerie avec les marges de Louis Vuitton et de Nike. Si Louis Vuitton et Nike font plus de marge que la boulangerie, ce n'est en aucun cas à cause de monopole. Si Louis Vuitton et Nike continuent à faire de l'argent, même en temps de crise, ce n'est pas parce que ces entreprises ont des monopoles. C'est pour la seule et unique raison que ces entreprises sont meilleures en marketing. Le boulanger, lui, ne fait aucun marketing. Il ne faut pas s'étonner que lui, il est directement impacté par les fluctuations du prix de l'énergie. Parce que le boulanger, lorsqu'il vend son pain, il se base juste sur la croyance fondamentale d'un marché qui est que le pain est vital pour ma survie. Donc, lui ne va faire aucun marketing. Il va vendre sa baguette de pain en fonction de la marge qu'il peut se tirer par rapport à son coût de production. Et d'ailleurs, après, il va pas faire plus de marge que ça. Alors que Louis Vuitton, Nike et Apple, ils savent pertinemment que c'est pas la croyance fondamentale d'un marché est bien plus moindre comparée à celle du pain. C'est-à-dire que des gens peuvent se dire, je peux me passer d'acheter du pain, je peux me passer d'acheter une paire de Nike, je peux me passer d'acheter un iPhone. Donc on bombarde sur le marketing. Si demain le boulanger, par je ne sais quelle prouesse, est capable de faire ce que fait Apple, Louis Vuitton et Nike, et qu'ils font un marketing puissant pour vendre des baguettes plus chères, eh bien ces gens vont s'enrichir. Il n'y a aucune raison qu'ils ne s'enrichissent pas. Donc les monopoles et le pouvoir d'achat, le pouvoir de marché d'une entreprise, le monopole énergétique et le pouvoir de marché d'une entreprise, ça n'a absolument mais rien à voir. Rien à voir. Bien évidemment que lorsque tu es nul en marketing, lorsque tu n'es pas capable de contrôler les prix de ton entreprise, bah oui, tu dépends directement de l'inflation, de la fluctuation de l'énergie et de monopoles que peuvent faire certaines entreprises, notamment en industrie et surtout aussi dans le financier.
À cause des taux d'intérêt, tout le monde prête de l'argent aujourd'hui. On a libéralisé les marchés, on a pratiqué l'usure et le taux d'intérêt. Donc oui, là, il y a des monopoles, je suis d'accord. Et donc dans le tertiaire et dans le secondaire, tu as des monopoles car tu as des grands patrons qui souvent sont même aussi des patrons du financier qui maîtrisent des chaînes de valeur de production. Là, c'est vrai que lorsque tu n'es pas bon en marketing, tu dépends directement de l'usure, du monopole industriel et de la fluctuation de l'énergie. Mais ça n'a absolument rien à voir. Il ne faut pas comparer la baguette de pain à Apple, Louis Vuitton et Nike en disant que ces gens ont des pouvoirs de marché et qu'ils font les prix. Ils ne font en aucun cas les prix. Les grandes marges ne se limitent pas au luxe, loin de là. Une étude récente a montré qu'elles étaient aussi très élevées dans l'industrie agroalimentaire. Supposons que les coûts de production des entreprises augmentent, comme cela se passe depuis 2 ans, avec la guerre en Ukraine, la hausse du prix de l'électricité, du gaz, des céréales. Toute la question, c'est de savoir ce que vont faire les entreprises. Si elles augmentent leur prix de vente, mais moins que leurs coûts de production n'ont augmenté, alors leur marge diminue. Elles gagnent moins d'argent. À l'inverse, si une entreprise augmente son prix de vente plus que ses coûts de production n'ont augmenté, alors elle accroît sa marge. Normalement, la pression de la concurrence force les entreprises à baisser leur marge. Bah, tu vois ce qu'il est en train de dire? C'est pour ça que les amis, punaise, mais si vous faites de l'économie, ou bien si vous faites un business, n'écoutez jamais les économistes. Ils disent que des conneries. Ils disent que des conneries. Ces gens parlent d'économie alors qu'ils font pas 1 euro dans la vraie vie. Quand tu veux faire plus d'argent, il faut augmenter les prix, pas les baisser. Il y a 3 fondamentaux pour ce qui est du pricing. 1. Ce n'est pas parce que tu vas baisser tes prix que tu auras forcément plus de clients. Pourquoi? Parce que la valeur perçue de ton produit vis-à-vis d'un marché ne va pas changer. Elle sera la même. Si j'estime que Thierry, son produit, il est comme ça, qu'il augmente ou qu'il baisse les prix, je penserai toujours que son produit est comme ça. 1. 2. La qualité du client en fonction du prix que tu proposes n'est absolument pas la même. Une personne prête à acheter ton produit peu cher est complètement différent de celui qui est prêt à t'acheter ton produit cher. Et pour la plupart du temps, celui qui t'achète ton produit plus cher est un meilleur client. Il casse moins la tête. Et le troisième critère pour ce qui est du pricing, le troisième critère, c'est les gens achètent ce qu'ils veulent. Donc, au lieu de faire des trafics, au lieu de traficoter tes prix, au lieu de te casser la tête en te disant « je vais baisser mes prix, les gens vont forcément acheter », tu dois plutôt te poser la question de savoir qu'est-ce que les gens veulent. Si tu as ce que les gens veulent et que derrière, tu as une forte valeur ajoutée, donc tu as un marketing de valeur puissant, les gens vont mettre le prix pour acheter ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi les gens dépensent 10 000, 20 000, 30 000 euros sur un sac qui a été produit à 300 euros parce que Louis Vuitton a un marketing de valeur puissant et Louis Vuitton a identifié un besoin fondamental d'une personne qui s'appelle le statut social. C'est en gros faire appartenir à un groupe... oui, à un groupe tout simplement, pyramide de Maslow, le fait d'appartenir à une classe, tout simplement, rien d'autre. Si tu as quelque chose, c'est exactement pour ça que les personnes gagnent 3 000 euros, ils sont prêts derrière à s'endetter pour aller acheter un sac Louis Vuitton à 10 000 euros, pour le statut social. Louis Vuitton a parfaitement identifié les besoins primaires de personnes, pyramide de Maslow, on joue sur le marketing de valeur et les gens achètent, rien d'autre. Rien d'autre. Ça, c'est mon petit bémol pour ce qui est des prix. Pour éviter de perdre des clients en augmentant trop leur prix de vente. C'est l'idée, plutôt juste, selon laquelle la concurrence fait Alors, excusez-moi, je reviens. Que ses coûts de production n'ont augmenté, alors elle accroît sa marge. Normalement, la pression de la concurrence force les entreprises à baisser leur marge pour éviter de perdre des clients en augmentant trop leur prix de vente. C'est l'idée, plutôt juste, selon laquelle la concurrence fait baisser les prix. Ou, plus exactement dans le cas présent, limite leur hausse. Mais ces derniers mois, énorme surprise chez les économistes. Non seulement, avec la crise, les marges n'ont pas diminué, elles ont même augmenté.
Et donc, dans l'agroalimentaire, les gentilles marques aux belles publicités ont accru leur prix de vente de 10% de plus que leur coût de production. Par ici, les juteux profits. Erta, le goût des choses simples. Mais pourquoi ont-elles pu le faire? C'est assez étonnant finalement. Au supermarché, nous sommes J'ai hâte d'entendre sa réponse. Je sens qu'on va rigoler. face à une grande variété de produits. On peut choisir entre des dizaines de boîtes de conserve, de surgelés, de yaourts, de tout ce qu'on veut. Évidemment, ce choix est plus ou moins étendu, selon ses revenus, selon l'endroit où on fait ses courses, selon ce qu'on aime ou pas, etc. Honnêtement, dans notre pays riche, il nous est assez facile, la plupart du temps, pour la plupart d'entre nous, de ne pas acheter tel ou tel produit spécifique. Nous sommes donc ici face à un petit mystère. Comment concrètement les producteurs peuvent-ils accroître leur prix et que nous continuions à leur acheter leur bidule alors que nous pourrions très bien acheter d'autres choses moins chères ou ne rien acheter du tout? C'est simple. C'est parce qu'en réalité, de nombreuses marques appartiennent au même groupe, à la même entreprise. Ainsi, loin des discours sur l'économie de marché, la réalité du capitalisme, c'est celle de la concentration du pouvoir économique, qui est d'ailleurs un sujet d'inquiétude majeur pour les autorités en charge de la concurrence, en Europe comme aux États-Unis. Ceci dit, ce pouvoir de marché des entreprises a ses limites. On a vu, fait sans précédent, que la consommation alimentaire avait diminué en France ces derniers mois. D'abord, je vais lui dire ça. Je vais dire que c'est un tsunami de consommation pour les Français. Alors attendez, excusez-moi, il est en train de dire que... Attendez, il est en train de dire... Nous avons plusieurs choix dans un supermarché et on se rend compte que les gens... Alors, il vient de dire qu'on a plusieurs choix dans un supermarché, mais que derrière, des personnes continuent d'acheter des produits qui sont toujours plus chers parce que des groupes font des monopoles sur plusieurs marques qu'ils possèdent. Ok. Je ne vois pas le sens, mais ok. Ces derniers mois. D'abord, je vais lui dire ça. Je vais dire que c'est un tsunami de consommation pour les Français. De déconsommation. De déconsommation. Et que quand on est quand l'essentiel n'est plus accessible, quand on se prive de produits essentiels, il faut agir vite. Derrière l'inflation, il y a donc de grands pouvoirs privés, ceux des très grandes entreprises. Logiquement, la solution... Est-ce qu'il veut peut-être pas dire derrière, en fait, que... Ah, je vois où est-ce qu'il veut en venir. Est-ce qu'il essaie pas de nous dire, en fait, que les marques les plus convoitées, au final, sont peut-être rachetées par des groupes et que, du coup, ces groupes possèdent, en fait, toutes les autres marques et que, pour la plupart du temps, ces groupes sont plus des groupes qui contrôlent, comme je l'expliquais tout à l'heure, toute une chaîne de production et rien d'autre? Est-ce que c'est peut-être ça qu'il essaie de nous expliquer? Peut-être. Oui, mais si on pense comme ça, désolé, mais Louis Vuitton n'est pas devenu un monopole parce que Louis Vuitton a triché, quoi. Désolé. Alors, bon, les gens vont nous parler de Bernard Arnault qui a renvoyé plein de personnes à l'époque de Pompidou. Bon, j'ai envie de te dire, il a renvoyé des personnes, mais il fallait bien qu'il fasse des marges et être rentable pour ensuite, derrière, développer son entreprise. Ça s'appelle du scaling. Je sais pas, je comprends pas son explication. Si on pourrait m'aider à ce niveau-là. La solution à l'inflation est alors de réduire ses pouvoirs. Plusieurs pistes sont possibles. Pour les économistes universitaires, le meilleur moyen, c'est d'accroître la concurrence. C'est pas absurde. Même une marque ultra dominante comme Tesla, le producteur américain de voitures électriques, a récemment baissé le prix de vente de ses véhicules à cause de la concurrence chinoise. Mais la concurrence, elle ne produit ses effets qu'à long terme. Et si elle les produit, ils ne sont de toute façon que limités. Et surtout, comment créer cette concurrence? Les États ne peuvent pas inventer des entreprises qui n'existent pas. Il y a donc d'autres solutions à la disposition des États. Si Tesla baisse ses prix vis-à-vis de la concurrence en Chine, c'est parce que les croyances fondamentales du marché chinois sont complètement différentes des croyances fondamentales du marché occidental et que le chinois ne va pas forcément regarder ton produit parce que il fait bien plus rêver sur certaines valeurs contrairement à l'Occident. Tu vois, c'est-à-dire que demain, le chinois a le choix entre Nike et une marque chinoise. Le chinois va pas choisir Nike parce que Nike a parlé à longueur de journée de valeurs comme la discipline ou bien l'espoir, quoi. Les croyances fondamentales varient en fonction d'un marché. Mais là, il est en train de nous faire une analyse très simple sur l'énergie. Moi, je pense que pour ce qui est du domaine de l'entrepreneuriat, c'est bien plus compliqué que l'énergie, hein, en tout cas. Plus simple, c'est de bloquer les prix.
C'est d'ailleurs ce que fait le gouvernement, avec le bouclier énergétique. Même Édouard Balladur, qui fut l'auteur en 1986 de la libéralisation totale des prix lorsqu'il était ministre de l'économie et des privatisations sous Jacques Chirac, reconnaissait que l'État pouvait plafonner les prix en cas de crise ou de dérèglement brutal du marché, s'accompagnant de hausses excessives de prix, ce qui est exactement la situation actuelle. On va doubler le nombre de produits sur lesquels il n'y aura pas de hausse de prix ou il y aura une baisse des prix. Ça fait 5000 produits au total, 5000 références. Quand vous dites sur lesquels c'est les enseignes qui vont le faire. C'est les industriels, c'est les distributeurs. Ils s'engagent sur 5000 références qui seront contrôlées par la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes, bien sûr. Il y aura des contrôles sur les engagements qui sont pris par distributeurs industriels. 5000 produits dont les prix ne doivent plus bouger ou bouger à la baisse. Mais attention, le blocage des prix peut fonctionner, mais il ne peut fonctionner que si les entreprises réalisent des marges suffisantes. Imaginons que vous êtes le ministre des Finances et que je sois boulanger. Vous me dites, Gilles, maintenant, le prix de la baguette, c'est 80 centimes et pas plus. Si cette baguette, elle me coûte 90 centimes à produire, qu'est-ce que je vais faire? Rien. Je vais dormir, j'ai plus travaillé, ne plus produire, parce que produire des baguettes me ferait perdre de l'argent. Et vous, dans une économie de marché, cher ministre, vous ne pouvez pas me forcer à produire. Votre politique aura donc échoué et en plus, les consommateurs privés de ma délicieuse baguette vous en voudront. Achète-moi une baguette, elle est bien cuite. Comme renationaliser les grandes entreprises, c'est ce que prévoyait le Conseil national de la résistance en 1944, qui, dans les termes de l'époque, souhaitait, je cite, « l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie ». Plus précisément, le CNR demandait le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, notamment les sources d'énergie, les richesses du sous-sol, les compagnies d'assurance et les grandes banques. Là, je suis d'accord avec lui, mais il y a quelques problèmes dans son déroulement. Il a parlé tout à l'heure du blocage des prix. C'est quand même bizarre parce que avant la République, on parlait de taxation lorsqu'il s'agissait de protéger les personnes qui avaient le moins de moyens et qu'on bloquait les prix à un certain niveau pour que tout le monde puisse se nourrir. C'est pas mal. Là, par contre, il a parlé d'un truc qui était très intéressant, c'était que la taxation, moi j'appelle ça la taxation, pour protéger les personnes les plus démunies. La taxation, derrière, elle permet de protéger, c'est une réforme socialiste quelque part, mais de l'autre côté, tu as ensuite le producteur, l'entrepreneur, l'industriel qui lui se voit bloqué parce que il peut arriver, comme il a dit, que son coût de production est bien plus élevé que son prix de vente. Ok, d'accord. Tu vois bien qu'il y a un problème. Il y a un problème social et il y a un problème libéral. Et qu'il y a quelqu'un qui triche. Il y a forcément quelqu'un qui triche. Parce que si le socialisme et le libéralisme sont bloqués, c'est que là, il y a le monopole. Et là, je suis d'accord avec lui. Qui est beaucoup d'amalgame, mais là, je comprends ce qu'il veut dire. Là, je suis d'accord avec lui. Il y a un monopole. Et là, le monopole, c'est soit le financier qui est derrière, soit c'est l'industriel qui contrôle toute l'énergie. Et qui fait un monopole, qui rend les choses impossibles pour un État de faire la bonne régulation pour assurer les bonnes actions sociales et les bonnes actions libérales pour que tout le monde s'en sorte. Et là, je suis d'accord avec lui, il y a un monopole derrière. Ce qui fut largement fait en 1945. Or, la transition écologique n'aura pas lieu tant que Total Energy demeurera une entreprise privée, tant que les banques, les assurances pourront investir dans ce qu'elles voudront, tant que la SNCF ne sera pas redevenue un vrai service public, au prix bas, stable, fixe, au réseau étendu, dans les lignes secondaires, les lignes de nuit, afin de nous faire enfin réellement préférer le train et pas l'avion. Si nous avions de nouveau de vrais services publics, même si le prix de l'électricité ou du billet SNCF devait augmenter à l'avenir, par exemple parce qu'il faut construire de nouvelles centrales nucléaires ou parce qu'il faut construire de nouvelles lignes de chemin de fer, cette hausse des prix pourrait être discutée publiquement. Elle pourrait avoir lieu de manière graduelle. Alors moi, à ce niveau-là, je dirais qu'il faut prendre cela avec des pincettes, il faut écouter l'explication de cet économiste, mais il ne faut pas acquiescer bêtement, il faut continuer de penser.
Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Il faut arrêter de nationaliser. Il faut laisser des gens qui savent faire mieux que le gouvernement faire les choses. Le gouvernement n'a pas à intervenir dans tous les secteurs de l'économie. Il doit intervenir sur des secteurs où on ne peut absolument pas libéraliser des choses comme par exemple la santé. Ça, je suis d'accord. Il doit intervenir à un minimum. Il doit intervenir lorsque le libéralisme fait n'importe quoi, mettre en place les bonnes régulations. Et il faut intervenir lorsqu'il y a des monopoles qui ne sont pas du tout acceptables et mettre en place les bonnes actions sociales pour protéger les personnes qui ont de moyens bien moindres que des industriels, comme par exemple les agriculteurs. Peut-être les subventionner, peut-être bloquer certains prix, peut-être les aider d'une certaine manière. Mais je ne sais pas quelle est cette passion pour la nationalisation. La nationalisation, c'est plomber l'économie, quoi. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu as un gouvernement qui est entouré d'incompétents et que ces incompétents doivent faire tourner ces entreprises? C'est pas possible. Donc, je ne dis pas qu'il faut tout libéraliser, encore heureux, voilà, libéraliser des secteurs stratégiques comme l'armement, le nucléaire, la santé, des choses qui ne méritent en aucun cas et où les financiers ne devraient aucunement intervenir et pratiquer l'esclavagisme moderne, c'est-à-dire le taux d'intérêt. Je suis d'accord, mais pour ce qui est du reste, il n'y a pas à tout nationaliser, quoi. Il n'y a pas à tout nationaliser. Et il ne faut pas oublier que Charles de Gaulle, il était dans une configuration très spéciale durant ces 30 glorieuses. La France sortait d'une guerre. Je ne sais pas si cette nationalisation qu'il a faite, de toute façon, la preuve que ce qu'il a fait dans les 30 glorieuses était une situation particulière et spéciale, eh bien, c'est ce système de retraite qui aujourd'hui ne fonctionne plus et qui coûte 900 milliards à l'État français. Ce qu'il a fait était adapté à une situation bien spécifique, mais une situation spécifique qui n'était pas éternelle. Donc moi, la nationalisation, j'ai un gros problème avec cela. Vous pouvez dire à des entreprises de vous occuper de certains postes, comme par exemple ce qu'il a dit, le ferroviaire, et derrière, l'État fait un suivi pour voir si les choses se font de manière rigoureuse. C'est tout. Il n'y a pas ce que l'État vienne faire ensuite derrière il n'y a pas ce que l'État nationalise le truc et derrière plombe le truc si les personnes qui sont en charge de tout rénover le font mal ou bien font bien les choses jusqu'au moment où des personnes incompétentes s'en mêlent. Donc, la nationalisation, c'est un peu facile, quoi. Ce seraient deux nettes améliorations par rapport à la situation actuelle. En fait, ce que l'inflation actuelle met en lumière, c'est le pouvoir trop important de certaines très grandes entreprises. Et, à l'inverse, le pouvoir de négociation trop faible, ou même inexistant, de la plupart des salariés, qui les empêche de maintenir leur niveau de vie, avec pour résultat, on le voit ces jours-ci, une forte hausse de la pauvreté. Dans ces deux cas, excès de pouvoir des très grandes entreprises, pouvoir insuffisant des salariés, seul l'État peut agir. Et il le doit, car s'il ne le fait pas, le ressentiment devant tant d'injustice aura de terribles conséquences politiques. La situation est si préoccupante pour le... Bon, franchement, c'est dommage, il n'est pas entré dans le fond pour ce qui est de l'inflation, mais bon, écoute. Le patron de Système U qu'il s'est fendu d'un tweet cette semaine. La consommation alimentaire en France revient à ses niveaux d'avant 2000 du fait de l'inflation. Elle a résisté aux précédentes crises, mais cette fois, elle craque, dit-il, et ce sera le sujet des mois qui viennent. Il aurait été bien. J'espère qu'il va quand même nous parler. Il reste. Non, voilà, c'est dommage. Il n'a pas parlé à l'inflation pour ce qui est de l'écart entre l'offre et la demande, ce qui crée de l'inflation. Et il n'a pas parlé d'inflation pour ce qui est du concept de planche à billets. Bon, du coup, c'est dommage. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme je l'espère. Bon, c'est dommage, écoute. Moi, je pense qu'il n'est pas entré dans le fond du sujet pour ce qui est de l'inflation. C'est dommage. Il a pas son concept de monopole. Je l'ai pas compris. Pas entré en profondeur pour bien expliquer comment la hausse des prix se fait au travers des monopoles. Nous dire qu'Apple est un monopole, bon, écoute. Ok, d'accord. Il n'a pas parlé de l'inflation par rapport à l'écart d'offre et de la demande et au problème de quantitative easing et à cette incapacité que l'État a à contrôler sa monnaie. Il n'a pas parlé de l'inflation aussi par rapport à l'écart réel de la valeur euro et de la valeur réelle, du taux de change réel de l'économie française.
Donc en réalité, cette vidéo sur l'économie et l'inflation, je pense qu'il y en a de bien meilleurs qui peuvent expliquer bien mieux, qui peuvent bien mieux expliquer quel est le problème avec les monopoles, avec l'inflation, avec la pauvreté, avec les gens qui deviennent de plus en plus riches, les gens qui deviennent de plus en plus pauvres. Il y en a bien plus des vidéos pour l'expliquer. Et le problème, c'est pas Apple, c'est pas Louis Vuitton. Le problème, il y en a beaucoup. Il y a la libéralisation. Alors, déjà, dans un premier temps, si on peut en parler en une seule minute, il y a l'extrême libéralisation de tous les secteurs importants de France. Quand on libéralise des secteurs et que derrière, vous avez des gens qui ont bien plus de capitaux que 90% d'un marché, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des monopoles et que ces personnes ne vont pas se gêner de faire l'offre et la demande. 2, lorsqu'un pays ne contrôle pas son taux de change et son taux d'intérêt, comme par exemple l'interdiction pour le gouvernement d'imprimer sa monnaie avec la loi Giscard d'Estaing, Pompidou et Rothschild, là, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des problèmes. Et en plus de cela, pour doubler la mise, vous donnez aux Français une monnaie qui n'est pas la leur, l'euro. L'euro n'est absolument pas en corrélation avec la réalité de l'économie en France. Ok. Ensuite, vous pratiquez une forme de libre-échange. Donc déjà, on a libéralisé l'économie. Donc tu as d'abord une forme de libéralisation économique en France qui dure depuis l'abolition des privilèges des corporations qui décentralisaient et protégeaient les ouvriers. L'abolition des privilèges et derrière l'égalité de tous devant la loi qui stipulait que tout le monde est égaux. Donc lorsqu'un patron établit un contrat commercial avec un ouvrier, c'est légitime, fais-moi rire. Et derrière, détruire le système féodal qui aurait été décentralisé, d'accord ? Parce que ça fonctionnait sous forme de région. Il n'y avait pas tout un truc centralisé qui remontait jusqu'au roi. Pourquoi j'ai parlé de ça ? Je voulais dire quelque chose. Oui, voilà. On a d'abord libéralisé l'économie de cette manière-là dans le pays, et ensuite on a libéralisé l'économie à l'international, où le Français, qui travaille déjà avec une monnaie qui n'est pas adaptée à son paradigme réel en France, doit faire de la compétition avec un Chinois qui, lui, a une monnaie bien plus compétitive, avec un Allemand qui a une monnaie bien plus compétitive par rapport à son pays où le Deutsche Mark coûte bien plus cher que l'euro. Le Français va faire sa compétition avec derrière, comment ça s'appelle ? Avec le Brésilien. Tu as ensuite, depuis les 300 ans de libéralisme économique en France, des mecs qui se sont extrêmement enrichis, notamment avec le chemin de fer, des gens qui contrôlaient les moyens financiers, les institutions financières du pays au travers de la Banque de France qui étaient privées. Pour la plupart, ces 200 familles étaient déjà riches, extrêmement enrichis, et prêtaient à l'État, et prêtaient dans plusieurs secteurs économiques en France, ce qui leur a permis de faire des monopoles. Et avec ces monopoles, on est amis avec ceux qui contrôlent l'État, on est amis avec ceux qui contrôlent les moyens de production, ceux qui contrôlent la finance, ceux qui contrôlent les lois, ceux qui contrôlent le Parlement, ceux qui contrôlent le judiciaire. Donc ça fait de la connivence. Lorsqu'on imprime de l'argent, ces personnes qui sont proches du robinet capturent tout l'argent imprimé parce qu'ils ont les actifs pour justifier le fait qu'ils peuvent emprunter. Donc, une autre connivence, c'est comme ça, derrière, qu'on a des personnes qui deviennent de plus en plus riches et des personnes qui deviennent de plus en plus pauvres. Parce que lorsque les personnes de plus en plus pauvres essayent d'acheter des actifs, ils doivent aller acheter ces actifs à des mecs qui ont des monopoles et qui ont tous les actifs de France. Donc, en gros, qui font leur prix. C'était rapide comme analyse. Maintenant, il faut entrer en profondeur sur chacun des points que j'ai abordés. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec une explication sur l'inflation en France qui appauvrit tout le monde. Et aussi, derrière, j'ai oublié de le dire, mais je l'ai dit en début de vidéo, ces personnes qui ont les monopoles, ces industriels qui ont les monopoles, ces 200 familles, ces personnes qui détiennent la dette française, ces personnes qui ont créé de la dette étatique, ces personnes qui ont créé des monopoles sur les 300 dernières années en France, ces personnes qui ont financé des guerres, ces personnes qui sont proches du pouvoir politique,
ces personnes qui veulent toujours faire du profit, ces personnes qui ont appris de leurs erreurs durant mai 68, savent pertinemment que le chômage et l'inflation est ce qui leur permet de faire plus de profit et leur moyen principal, leur levier principal pour continuer, en quelque sorte, de cadenasser les gens, les travailleurs, et que tout continue de bien se passer pour ces personnes qui détiennent les monopoles. Voilà. Maintenant, sur tout ce que j'ai dit, tu peux entrer en profondeur sur chacun des points et aller plus en profondeur, bien analyser, voir tous les phénomènes qui se sont passés sur les 300 dernières années en France et à l'extérieur, en France et à l'extérieur, parler de libre-échange à l'international et de libéralisme économique dans le pays. Ça aurait été mieux que de me dire que Apple fait des monopoles. En tout cas, bonne journée.